Le rapport de la Commission débute aux années 1970, mais nous commencerons un peu plus tôt, en 1961. Dans une prévision économique, Larouche avertissait qu'une série de perturbations monétaires majeures mènerait à un effondrement des accords de Bretton Woods, signés par Franklin Roosevelt pour organiser le développement du monde après la Seconde Guerre mondiale, ce qui entraînerait un pillage accru des nations du secteur en développement et des mesures d'austérité dignes de celles des régimes fascistes. Plus tard, en 1969, dans un pamphlet imprimé et distribué aux États-Unis, Larouche déclare que, suivant cette trajectoire, le profit sera tiré d'un assaut général sur les revenus des agriculteurs et les salaires réels des travailleurs. Il appelle également à ce que ces activités cessent et à un réinvestissement dans les forces productives du travail. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon annonce le retrait du dollar américain du système de change à réserve or. Cette action du président permet aux monnaies de flotter sans reposer sur quoi que ce soit, ouvrant ainsi la voie à la spéculation sur les marchés des devises et à l'instabilité dans l'investissement à long terme et le commerce international. Le flottement du dollar a créé un climat favorable au déploiement de la politique monétaire britannique qui en viendra à dominer les économies des États-Unis et du monde. Une fois que le droit de créer de l'argent à partir du seul argent a été établi, le droit de faire de l'argent, la pire des choses pour nombre de valeurs réelles nécessaires au progrès humain, fut toléré. C'était une pente savonneuse vers la panique financière et l'effondrement dans lequel nous sombrons aujourd'hui. Le rapport de la FCIC se réfère au système qui s'est développé sur la base du droit supposé inhérent de l'argent, sous le nom de banque de l'ombre. Comme le détaille le rapport, les opérations de banque de l'ombre ont commencé à se développer avec le rôle croissant des fonds communs de placement sur les marchés monétaires de Wall Street dans les années 1970, qui ont créé une pression injustifiée sur les banques légitimes en leur disputant l'argent des déposants. Ces non-banques de Wall Street, puisqu'elles n'étaient pas limitées par un plafond sur les taux d'intérêt établi par la Réserve fédérale, pouvaient offrir aux investisseurs un taux de retour sur investissement supérieur. L'inconvénient pour les investisseurs était que ces fonds n'étaient pas protégés par la FDIC. Donc, les investisseurs avaient le choix de déposer leur argent soit dans des banques légitimes, banques de détail ou caisses d'épargne, lesquelles étaient garanties par le gouvernement fédéral, soit dans une institution de Wall Street qui pouvait fournir un rendement supérieur, mais avec un risque supérieur. Pour rivaliser avec les banques légitimes, les fonds du marché monétaire ont développé deux marchés. Les billets à ordre, qui correspondaient à un investissement nanti par la promesse d'une entreprise de payer, et le marché du repos, basé sur la capacité des négociants en titres de Wall Street à vendre et recycler des bons du Trésor américain. Comme l'explique le rapport de la FCIC, les billets à ordre et les repos étaient fréquemment renouvelés ou refinancés. Pour cette raison, les deux formes d'emprunt pouvaient être considérées comme des capitaux spéculatifs, les prêteurs pouvant rapidement s'engager et se désengager de ces investissements à la recherche des taux de retour les plus élevés. Elles pouvaient être des sources de financement risquées, et elles l'étaient. Plusieurs défauts de paiement retentissants se sont produits sur le marché au cours de cette période. En 1970, la Penn Central Transportation Company a fait défaut sur 200 millions de dollars de billets à ordre. Et plus tard, en 1982, la société boursière Drysdale & Lombard Wall a fait défaut sur d'importants repos. Dans les deux cas, la Réserve fédérale est intervenue pour organiser un renflouement, établissant ainsi des précédents importants pour l'accord d'une protection à d'illégitimes opérations de banque de l'ombre. Ces maisons d'investissement à risque se sont vues accorder une légitimité par la Réserve fédérale et leur droit d'exister et de rivaliser avec de vraies banques fut établi. Le 16 octobre 1979, Larouche prévoyait que le président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, provoquerait une récession de 15% dans l'économie des États-Unis, plongeant probablement les États-Unis dans une récession 2 fois plus sévère que celle de 1974. Sous cette politique monétaire, la compétition entre banques commerciales et banques de l'ombre a continué, et les vraies banques se sont plaintes auprès du Congrès. Au lieu de lutter contre les non-banques, le Congrès a voté davantage de dérégulation en autorisant aux banques commerciales des taux d'intérêt encore plus élevés sur leurs prêts. Cette clause, adoptée dans la loi de contrôle monétaire et de dérégulation des institutions de dépôt de 1980, a renversé un élément clé de la loi Glass-Steagall et a lancé le processus de son érosion.
La loi Glass-Steagall, autrement connue comme la loi bancaire de 1933, établissait des régulations bancaires afin d'empêcher une nouvelle crise comme celle qui avait mené à la Grande Dépression. Elle établissait l'Agence fédérale d'assurance des dépôts, la FDIC, qui garantissait les dépôts bancaires jusqu'à une certaine limite, prévenant ainsi les ruées vers les banques. Elle créait aussi un pare-feu entre les sociétés d'investissement de Wall Street d'un côté et les banques commerciales et d'épargne de l'autre. Plus tard cette même année, Larouche a proposé la loi de réforme de la Réserve fédérale, dans laquelle il appelait à s'éloigner des opérations des marchés monétaires et à ce que le gouvernement commence à émettre du crédit pour alimenter l'économie productive. Il dénonçait aussi la dérégulation accrue du système bancaire et exigeait qu'un terme soit mis à l'usure. Mais le démantèlement des régulations s'est poursuivi. Le secrétaire au Trésor Donald Reagan disait en avril 1981 « Nous devons nous appuyer davantage sur les forces du marché pour déterminer le caractère et la structure de notre système financier. À terme, toutes les institutions doivent avoir le même pouvoir de réaliser le même type d'affaires. » Les banques légitimes, qui n'ont pas été aidées par la suppression du plafond de leur taux d'intérêt, ont continué de souffrir. Et en 1982, la loi Garnes-Saint-Germain était adoptée. Une érosion supplémentaire de la loi Glass-Steagall, élargissant le type de prêt que les caisses d'épargne et les banques pouvaient accorder, spécifiquement sur le marché hypothécaire. Selon Glass-Steagall, les banques et les caisses d'épargne n'étaient autorisées qu'à des prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans. La loi Garnes-Saint-Germain a renversé cette limitation, en autorisant l'émission de prêts hypothécaires avec paiement différé du capital et à taux variable. Cela a créé les conditions de la crise des Savings and Loans, au cours de laquelle presque 3000 banques commerciales et caisses d'épargne ont fait faillite, plus de 1000 cadres ont été condamnés pour crimes et 160 milliards de dollars ont été perdus. À la lumière de cette crise, certaines restrictions ont été mises en place à l'égard des banques commerciales et des caisses d'épargne, et beaucoup plus de pouvoir a été accordé à Fannie Mae et Freddie Mac. Nous verrons plus tard les effets de ce pouvoir pendant la crise des subprimes de 2007. Au cours de la période entre 1977 et 1983, Larouche a engagé des scientifiques, des militaires et des responsables gouvernementaux d'Union soviétique, d'Europe et des États-Unis autour d'une proposition pour rompre avec la dynamique de contrôle du monétarisme britannique qui avait infecté les États-Unis. L'accord entre tous ces hommes, qui étaient des patriotes de leur nation à des niveaux divers, était de briser le rideau de fer établi après la Seconde Guerre mondiale par Winston Churchill au service de l'Empire britannique. Cela ne pouvait s'accomplir que par une collaboration autour d'un principe supérieur d'édification de nations, la science et la technologie, qui bénéficierait à toutes les nations y prenant part, en particulier l'Union soviétique vouée à l'échec. Cette orientation vers la technologie et le progrès permettrait aussi de briser la politique impériale de pillage dans laquelle s'engageaient les États-Unis. Cette discussion a abouti en 1983 à l'annonce par le président Reagan dans un discours diffusé sur la télévision nationale comme offre de coopération avec l'Union soviétique de l'initiative de défense stratégique. Cette offre fut rejetée par les agents britanniques Yuri Andropov et Mikhail Gorbatchev. Ainsi, la voie était ouverte aux politiques du monétarisme britannique et à la dérégulation des marchés, pour continuer dans des proportions jamais encore atteintes dans l'histoire du monde. Au cours des quelques années suivantes, Larouche et ses associés ont été poursuivis en justice de façon illégale et injuste, pour les éloigner de tout milieu influent en termes de décisions politiques. Pendant ce temps, Alan Greenspan était nommé président de la Réserve fédérale en 1987 pour s'assurer du chemin que prendrait le gouvernement des États-Unis. Le 26 mai 1987, Larouche faisait sa première et unique prévision à court terme sur ce qui allait devenir le plus grand krach boursier depuis la Grande Dépression, le 19 octobre de la même année. Il appelait à une intervention du gouvernement.
Que le grand krach financier de 1987 ait lieu dès octobre ou ultérieurement dépendra de ce que les principaux gouvernements feront au sommet monétaire international prévu à Venise le 12 juin. Techniquement, la crise pourrait être ramenée sous contrôle le jour même où le gouvernement des États-Unis se ressaisirait. Le krach de 1987 n'est pas inévitable. Cependant, à moins que les gouvernements ne se ressaisissent, il est inévitable. En 1991, le ministère du Trésor publiait un rapport appelant à l'abrogation de la loi Glass-Steagall pour rendre les banques américaines plus compétitives. Cette période était dominée par la philosophie d'Alan Greenspan. Il est essentiel que le Congrès des États-Unis mette en place un nouveau cadre plus flexible. Récemment, l'attention a surtout été portée, fort à propos selon nous, à réviser les lois qui gouvernent notre structure financière. Les objectifs de ces propositions étaient de permettre une affiliation d'une plus large variété d'organisations financières et commerciales avec des banques, tout en faisant en sorte que les banques affiliées ne soient pas défavorablement affectées par cette relation. Notre analyse des propositions plus larges nous mène à la conclusion qu'il y a eu de nombreux éléments positifs qui méritent toujours l'attention, mais qu'il serait désormais approprié de se concentrer sur la suggestion spécifique d'abroger la loi Glass-Steagall. Notre avis est que cette action répondrait efficacement aux changements manifestes qui ont eu lieu sur les marchés, ici et à l'étranger, et permettrait aux banques d'opérer dans des domaines où elles ont déjà une expérience et une expertise considérables. De plus, l'abrogation de Glass-Steagall procurerait des bénéfices publics importants, correspondant à une augmentation gérable des risques. Par conséquent, nous suggérons que l'attention du comité se concentre sur la loi Glass-Steagall, et nous recommandons que cette loi soit abrogée dans la mesure où elle empêche les holdings bancaires d'être affiliés à des firmes engagées dans la souscription de titres et dans des activités de marché. Un plaidoyer très convaincant a été fait en faveur de l'adoption de la proposition d'abrogation. En 1974, le Congrès amendait une loi de 1936 sur le commerce pour faire que les contrats à terme et par option soient régulés. Le corps de régulation formé fut nommé la CFTC, organisme de tutelle des marchés des matières premières. Échappant à ces régulations, le marché des dérivés hors cote a grandi au cours des années 1980. En 1993, une certaine entreprise qui négociait des contrats à terme dans l'énergie a fait pression sur la CFTC pour obtenir une exemption. La CFTC, sous la présidence de Wendy Graham, épouse du sénateur conservateur révolutionnaire Phil Gramm, a accordé cette exemption et a décrété que la CFTC abandonnerait la régulation de certains contrats à terme hors cote. La décision renversa 60 ans de politique de régulation des marchés des matières premières et ouvrit la voie à une vague de spéculation illégale sur les dérivés. L'entreprise en question était Enron, dont Wendy Graham a rejoint le conseil d'administration après avoir abandonné son poste à la CFTC. Le 8 septembre 1993, John Huffel, éditeur du magazine Executive Intelligence Review, a témoigné lors de 2 auditions du comité bancaire de la Chambre au sujet des dérivés. Taxer et chasser les dérivés. We are on the verge of the biggest financial blowout in centuries. Bigger than the Great Depression, bigger than the South Sea bubble, bigger than the Tula bubble. The derivatives bubble, in which Citicorp, Morgan, and the other big New York banks are unsalvageably overexposed, is about to pop. The currency warfare operations of the Fed, George Soros, and Citicorp have generated billions of dollars in profits, but have destroyed the financial system in the process. The fleas have killed the dog, and thus they have killed themselves. What is required, as EIR founder Lyndon LaRouche has repeatedly stated, is a restructuring of the U.S. banking system, including the nationalization of the Federal Reserve, taking it out of the hands of the bankers and putting it back in the hands of the Congress as mandated by the U.S. Constitution.
It is the welfare of the people which is paramount, not the maintenance of the speculative financial system. It's high time we put the speculators out of business instead of surrendering to them even further by passing NAFTA. That's the issue. We'd better deal with it, and fast, while we still have the chance. Thank you again, Mr. Chairman, members of the committee, for this opportunity to testify. Dans son écrit du 24 juin 1994, intitulé « La désintégration prochaine des marchés financiers », Larouche prévoyait que l'effondrement entraînant la désintégration était inévitable, parce qu'il ne pourrait plus désormais être arrêté par quoi que ce soit, sinon par l'improbable décision politique des principaux gouvernements de mettre les institutions financières et monétaires impliquées en faillite organisée. Dans cet écrit, Larouche montre que la catégorie économique clé pour comprendre la bulle des dérivés est celle du capital fictif. Le capital fictif est comparable à la valeur prétendue que le propriétaire de quartiers pauvres crée en tirant avantage de ses locataires appauvris. Tandis que la véritable valeur de la propriété physique diminue, en raison du manque d'entretien par le propriétaire, le marché revendique un profit sur le contrat de location, lequel est tiré du locataire abusé. Ce même processus a été appliqué à l'ensemble de l'économie. La population et l'économie physique ont été pillées pour alimenter des bulles financières toujours en croissance. L'économie réelle était démembrée pour prolonger l'existence du système illégitime de banques de l'ombre. Larouche ébauchait alors son idée de la triple courbe, comme partie intégrante de sa participation à une conférence au Vatican en 1995, et l'a présentée à nouveau lors de son discours d'ouverture d'une conférence en Allemagne plus tard cette même année. Pensez à cette relation comme un découplage du processus monétaire de celui de la production, de l'économie réelle. Pensez à elle comme un découplage entre le système financier et le processus monétaire. Les spéculateurs ont besoin d'une certaine quantité d'argent entrant dans le système de spéculation pour pouvoir maintenir la bulle en croissance. Donc, ce processus doublement connexe est un processus de découplage des processus financiers et monétaires vis-à-vis des processus de l'économie réelle. La seule relation effective qu'entretienne le marché avec la production consiste à la piller. Vous avez là une relation inflationniste. La caractéristique du système est le taux de croissance. Ici est représentée en première approximation la croissance hyperbolique des agrégats financiers relativement aux agrégats monétaires. Qu'elle soit hyperbolique signifie que les obligations qui sont générées par le renouvellement financier augmentent plus vite à des taux hyperboliques de croissance que les moyens de payer ces obligations. En février 1997, Larouche appela à convoquer une nouvelle conférence de Bretton Woods pour concevoir des mesures financières et monétaires saines afin de restaurer les économies nationales dans le monde, y compris un retour à des taux de change fixes entre les monnaies. Il appela à éliminer le Fonds monétaire international et à lancer des projets d'infrastructure à des fins de développement. Les dérivés détenus par les banques commerciales des États-Unis représentaient 25 700 milliards de dollars, 62 fois leur capital en actions. Dès ce moment, les banques américaines furent autorisées à spéculer avec 25% de leurs actifs, un pas de plus vers le renversement de Glass-Steagall. Ensuite, en avril 1998, en violation flagrante de l'interdiction de fusion entre banques et compagnies d'assurance inscrite dans la loi Glass-Steagall, le géant de l'assurance Travelers Group annonce son achat de Citicorp, la plus importante holding bancaire de la nation. La fusion était également illégale du point de vue de la loi sur les institutions bancaires de 1956. Plutôt que d'appliquer la loi, les régulateurs ont immédiatement promis de réécrire la loi pour légaliser l'affaire. En mai 1998, le président de la CFTC, Brooks Laybourne, appela à des régulations de structures sur le marché des dérivés hors cote. Au lieu d'accéder à sa demande, Greenspan, le secrétaire au Trésor Robert Rubin et le président de la SEC Arthur Levitt publièrent une déclaration conjointe proposant tout bonnement qu'un moratoire soit appliqué au pouvoir de la CFTC de réguler les marchés hors cote de dérivés.
malgré la catastrophique quasi-faillite ultérieure du hedge funds géant Long Term Capital Management, qui avait accumulé plus de 1000 milliards de dollars de dérivés avec seulement 4 milliards de dollars de capital en main, et qui aurait eu un effet systémique s'il n'avait pas été renfloué, le Congrès adopta le moratoire sur les pouvoirs de régulation de la CFTC à l'égard des marchés des dérivés. En novembre 1999, le Gramm-Leach-Bliley Act fut adopté par le Congrès, lequel revenait sur presque toutes les clauses restantes de la loi Glass-Steagall. Le PDG de Citigroup, Sandy Weill, a accroché un cadre en bois d'1,20 m au mur de son bureau avec son portrait et une légende disant « Démolisseur de Glass-Steagall ». Tout en faisant campagne pour un nouveau Bretton Woods, Larouche mit à jour en 2000 sa fonction en triple courbe, notant que l'impression de monnaie par la Réserve fédérale créait un processus hyperinflationniste. Cela avait été réalisé tout en détruisant l'économie réelle. Et il avertit, en 2003, que ce qu'Alan Greenspan fait actuellement, c'est qu'il opère une chute hyperinflationniste du taux d'escompte. Cette hyperinflation est un piège pour leurrer les idiots sur les marchés financiers un dernier coup. Bientôt, l'une ou plus de ces bulles explosera. Les bulles des dérivés de crédit, les bulles des titres adossés à des hypothèques, des types similaires de bulles exploseront. Larouche a qualifié la loi de modernisation des marchés à terme de 2000, qui légalisait les dérivés hors cote par milliers de milliards, de loi de décriminalisation des dérivés. La trajectoire qu'avait définie Larouche en 1961 s'était concrétisée. Ce fut au cours de cette période que les derniers vestiges d'économie physique furent abandonnés à leur faillite. Le secteur automobile, avec ses dizaines de milliers d'ouvriers qualifiés et ses machines-outils, a été démantelé. Larouche est intervenu avec la loi pour une relance d'urgence en 2005, appelant à une intervention du gouvernement pour sauver l'industrie. Au lieu de cela, ce secteur de l'économie a été laissé pour mort, tandis que la nouvelle bulle immobilière était promue par Greenspan et Wall Street comme moyen pour les marchés de sortir en douceur de l'effondrement de la bulle Internet. Les marchés hypothécaires ont été une puissante force stabilisante au cours des 2 dernières années de détresse économique, en valorisant certains titres des propriétaires de logements. Cela a mené à la phase terminale en 2007, quand la bulle hypothécaire explosa. Le marché des subprimes avait explosé, mais il ne s'agissait pas d'une crise des subprimes. C'était le point culminant de ce processus étendu sur des décennies. Les vieilles astuces consistant à baisser les taux d'intérêt ou à inonder d'argent les marchés n'allaient plus permettre de maintenir le système financier à flot. Il n'y avait nulle part ailleurs où se tourner. Larouche exposa cela et définit les solutions dans sa fameuse conférence Internet du 25 juillet 2007. This occurs at a time where the world monetary financial system is actually now currently in the process of disintegrating. There's nothing mysterious about this. I've talked about it for some time. It's been in progress. It's not abating. What's listed as stock values and market values in the financial markets internationally is bunk. These are purely fictitious beliefs. There's no truth to it. The fakery is enormous. There is no possibility of a non-collapse of the present financial system. None. It's finished now. The present financial system cannot continue to exist under any circumstances, under any presidency, under any leadership, or any leadership of nations. Only a fundamental and sudden change in the world monetary financial system will prevent a general, immediate, chain reaction type of collapse. At what speed we don't know, but it will go on and it will be unstoppable. And the longer it goes on before coming to an end, the worse things will get. And there is no one in the present institutions of government who is competent to deal with this. The Congress, the Senate, the House of Representatives is not currently competent to deal with this. Immédiatement après cela, Larouche proposa sa loi de protection des propriétaires de logements et des banques,
qui appliquerait le principe de Glass-Steagall aux banques détenant des hypothèques et gèlerait toute saisie immobilière. Malgré le soutien reçu de la part de plus de 100 conseils municipaux et au moins 6 corps législatifs d'État, le Congrès a refusé d'agir. La pression était vive pour renflouer la dette de Wall Street. Leur principal homme de main au Congrès était Barney Frank. Lui et Chris Dodd se sont acharnés à imposer cette question du renflouement et se sont opposés au HBPA avec leur propre loi de relance de l'économie et du logement de 2008 qui a aidé une trentaine de familles à éviter l'expulsion tout en renflouant Fannie Mae et Freddie Mac. C'est le renflouement ou la désintégration de la nation, tel était l'argument. Que du mensonge, un de plus par-dessus tous ceux de ces 30 dernières années. Quand le Congrès s'est plié au renflouement, à partir de 2008, Larouche a fait une conférence par Internet, le 1er octobre de cette année, pour présenter le seul espoir de reprise. Laissez tomber le renflouement, laissez tomber les banquiers et réadopter le Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, sans quoi la crise s'accentuera et deviendra même irréversible. The danger is that a desperate Bush administration and what it's tied to internationally might try to make a military suppression of resistance to their policy now. They might try to use military force to force through the kind of legislation, the bailout, which is being attempted now. But the other side of this proposition, apart from other measures which I've indicated earlier and will repeat here again today, the essential irony of this situation is that this is no longer the kind of crisis which the lying government we have and the stupid president we have been talking about. This is not a mortgage crisis. This is a collapse and disintegration of the entire international monetary financial system. Something that has never happened in European experience before, and for which there's no one competent in the White House right now. We are on the verge of a global hyperinflation like that in October, hit in October of 1923 in Weimar, Germany. When you start talking about $700 billion, then $1 trillion, then $2 trillion, then $3 trillion, then $7 trillion for this bailout, which is the direction we're going in, you're talking about a Weimar-style blowout of the entire international financial monetary system. And what's the problem now is that the bailout method itself is the driving force of hyperinflation, global hyperinflation. Now, we are poised for progress. 2 years after the worst recession most of us have ever known, the stock market has come roaring back. Corporate profits are up. The economy is growing again. Thanks to the tax cuts we passed, Americans' paychecks are a little bigger today.